Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est tiré d'une enquête vraiment choc. Le titre annonce tout de suite la couleur, le poison légal. On va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière une bonne partie de ce qu'on mange au quotidien. On va commencer par une question qui, franchement, dérange un peu. Cette envie irrépressible de grignoter, ce besoin quasi constant de sucre, de sel, et si, au fond, ce n'était pas juste un désir, et si cette pulsion ne venait pas vraiment de nous? C'est vraiment la question centrale de cette analyse. Et là, on tombe sur la thèse centrale, et elle est brutale. On peut oublier tout ce qu'on a entendu sur la discipline, la volonté. Le vrai problème, il est ailleurs. Il ne s'agit pas du tout d'une faiblesse, mais bien d'une science. Une science conçue pour nous manipuler. Allez, on décortique ça ensemble. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On fait face à une véritable crise de santé publique, mais le coupable désigné, c'est presque toujours le même, l'individu. Et si on se trompait complètement de cible depuis le début? Les faits sont là, ils sont implacables. L'obésité, le diabète, la fatigue chronique. Attention, ce ne sont pas juste des cas isolés, ce sont de véritables épidémies silencieuses qui touchent des millions et des millions de personnes. C'est donc bien un problème de société, pas seulement une accumulation d'échecs personnels. C'est le discours qu'on entend partout. Si on a des problèmes de poids ou de santé, c'est notre faute. Un manque de contrôle, de volonté. Mais, et si toute cette idée de culpabilité n'était qu'un écran de fumée? Et si ça servait à masquer une vérité beaucoup plus dérangeante? Et c'est là que l'enquête nous emmène. On ne parle plus de cuisine, de recettes, mais d'ingénierie. Un mot froid, un mot scientifique, qui change absolument toute la perspective. Le suspect numéro 1 entre alors en scène, l'industrie agroalimentaire elle-même. Ce qui est à la fois fascinant et, pour être honnête, terrifiant, c'est ce changement total de paradigme. On ne parle pas de chefs, mais de chimistes en blouse blanche. Et leur mission, ce n'est pas de nous nourrir, non, c'est de concevoir des produits. Des produits avec un objectif très précis. Le terme est très fort, piratage biologique. L'idée, c'est de court-circuiter nos défenses naturelles en ciblant notre cerveau reptilien. C'est la partie la plus ancienne, la plus primitive de notre cerveau. Celle qui ne réfléchit pas, qui réagit aux instincts de base comme la survie et le plaisir immédiat. Et c'est précisément cette partie qui est visée. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au centre du mécanisme. Le nom de l'arme utilisée dans ce piratage biologique. Un nom presque poétique pour une réalité qui l'est beaucoup moins. Le bliss point, qu'on pourrait traduire par le point d'extase. Le point le plus dingue, c'est que ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est le résultat de recherches très sérieuses, menées par des scientifiques comme Howard Moskowitz. On parle d'une formule mathématique conçue pour une seule et unique chose, maximiser la sensation de plaisir dans notre cerveau. Et regardez comment cette formule est orchestrée. Chaque ingrédient a un rôle spécifique, c'est millimétré. Le sel, lui, il est là pour déclencher les capteurs de plaisir. Le sucre, de son côté, maximise la libération de dopamine, l'hormone de la récompense. Et le gras apporte la texture, ce sentiment de satisfaction en bouche. Ce trio, ce n'est pas pour le goût. C'est un cocktail chimique conçu pour saturer nos circuits du plaisir. Et voilà le but ultime de toute cette ingénierie. L'objectif, ce n'est pas juste de créer du plaisir, c'est de faire taire cette petite voix dans notre cerveau qui nous dit « Stop, ça suffit, je n'ai plus faim ». En neutralisant ce signal de satiété, on nous pousse, tout simplement, à consommer bien au-delà de nos besoins réels. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de tout ça? Comment est-ce que ce concept de laboratoire se retrouve dans notre quotidien, dans nos assiettes? Eh bien, la réponse, elle est aussi simple que glaçante. Le contraste est saisissant. On pense manger un simple biscuit, un truc réconfortant, presque innocent, mais en réalité, on est en train d'ingérer un produit qui a été scientifiquement optimisé. C'est un véritable algorithme chimique dont le seul but est de déclencher une réaction programmée dans notre cerveau. La conclusion est donc sans appel. Le contrat de confiance entre le producteur et le consommateur est, en quelque sorte, rompu. Le but n'est plus de nourrir, mais de créer une dépendance. Pas de maintenir en bonne santé, mais de pousser à consommer encore et encore. On termine avec cette question qui résume finalement toute l'horreur de cette révélation. La prochaine fois qu'une envie irrépressible de grignoter se fera sentir, la question à se poser sera: est-ce une simple faiblesse de caractère ou est-ce la conséquence d'une addiction qui a été méticuleusement programmée par des ingénieurs? Et la réponse change absolument tout. On va se poser une question qui dérange. Et si, au fond, notre système de santé n'était pas du tout conçu pour nous guérir? C'est le point de départ glaçant de l'analyse de notre source aujourd'hui, qui décortique une logique économique reliant très intimement ce qu'on a dans notre assiette et ce qu'on trouve dans nos armoires à pharmacie. Tout part de là, de cette phrase. Elle est brutale, c'est la prémisse de tout le raisonnement qu'on va dérouler ensemble. Une idée simple, mais qui change absolument toute la perspective.
Alors, pour bien comprendre cette mécanique, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, le citoyen non rentable. Ensuite, la logique qui se cache derrière la maladie chronique. Troisième point, comment on crée la maladie. Quatrième point, comment on gère les symptômes. Et pour finir, on verra le double profit, l'argent bien sûr, mais aussi la docilité. Allez, on attaque. Première partie, le citoyen non rentable. C'est l'axiome de base, le postulat économique sur lequel tout le système reposerait, selon la source. Et là, on entre dans un calcul d'une froideur implacable. Prenez quelqu'un en parfaite santé. Qu'est-ce qu'il rapporte au système? Rien. Zéro revenu récurrent. Maintenant, à l'autre extrême, quelqu'un qui est décédé. Qu'est-ce qu'il rapporte? Eh bien, plus rien non plus. Fin du jeu. D'un point de vue purement comptable, ces deux états sont des impasses économiques. Du coup, la conclusion de ce calcul, elle est limpide. Si la personne en bonne santé est un mauvais client et que la personne décédée n'est plus un client du tout, alors qui est le client parfait, le client idéal? C'est le malade chronique. C'est lui la véritable mine d'or du système, la situation idéale d'un point de vue purement économique. Bon, on a identifié le client idéal. Maintenant, plongeons dans la logique de cette maladie chronique. Pourquoi est-ce que c'est le modèle économique parfait? Voilà la définition. On ne parle pas ici d'un état de santé, mais bien d'un modèle économique. Le but est de maintenir une personne dans cette zone grise, jamais vraiment guérie, donc toujours dépendante, mais jamais au point de ne plus pouvoir consommer. C'est une source de revenus à l'infini. Pensez-y comme à un abonnement à vie à la maladie. Très bien, mais si on a besoin de ce client idéal, il faut bien le créer d'une certaine façon. C'est la troisième étape, la création de la maladie. Et là, tous les regards se tournent vers l'industrie agroalimentaire. Le mécanisme de base, d'après la source, il commence donc dans notre assiette. L'industrie agroalimentaire, avec ses produits souvent peu chers, ultra transformés, ne se contenterait pas de nous nourrir. Non, elle poserait les fondations, la première brique de la future maladie. Et ce n'est pas une idée en l'air, la source pointe des conséquences biologiques très concrètes. D'abord, la destruction de notre microbiote intestinal. Vous savez, tout cet écosystème si important. Et ensuite, la création d'une inflammation chronique. C'est ça le point clé. C'est comme un petit feu qui brûle constamment à l'intérieur du corps, sans jamais vraiment s'éteindre. Un terrain parfait pour que les maladies s'installent durablement. Alors voilà, le terrain est prêt, l'inflammation est bien là. Qui entre en scène pour la suite? C'est l'étape 4, la gestion des symptômes, avec bien sûr le rôle central de l'industrie pharmaceutique. Et là, la logique est parfaite dans son cynisme. L'industrie pharmaceutique n'arriverait pas pour éteindre le feu, cette fameuse inflammation chronique, mais seulement pour traiter la fumée, c'est-à-dire les symptômes. L'objectif ne serait donc pas la guérison de la cause profonde, non. Le but, c'est la gestion perpétuelle des conséquences. Et des exemples, on en connaît tous. L'insuline, les antidépresseurs, les anti-inflammatoires. La source est très claire là-dessus. Ce ne sont pas des remèdes, ce sont des béquilles chimiques, des compagnons de vie qui permettent de continuer à fonctionner, plus ou moins. C'est la version pharmacie de l'abonnement à vie dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est un système qui tourne sur lui-même et c'est redoutable. Étape 1, l'agro-industrie crée le problème. Étape 2, le corps réagit, la maladie s'installe. Étape 3, l'industrie pharma vend une pseudo-solution qui maintient le problème. Et le résultat, étape 4, un cycle de profit infini, parce qu'on ne s'attaque jamais, au grand jamais, à la cause première. Un duo parfaitement huilé, un business model d'une efficacité terrifiante. Mais ce n'est pas tout. La source va encore plus loin. On arrive maintenant à la 5e et dernière partie, le double profit. Parce qu'apparemment, il n'y a pas que l'argent en jeu. Et si tout ça, ce n'était pas qu'une question de profit? C'est la question qui fait basculer l'analyse dans une dimension beaucoup plus politique. Parce que derrière les milliards, il pourrait bien y avoir un autre gain, bien plus subtil. La voilà, l'idée. C'est l'affirmation la plus dure de toute la démonstration. Une population constamment malade, constamment fatiguée, est une population docile. On n'est plus seulement dans le business, on est dans le contrôle social. Quand on est épuisé, on ne conteste pas. Et la mécanique de cette docilité, elle est simple. Quand toute l'énergie d'une personne est consacrée à gérer sa douleur, à lutter contre sa fatigue, à simplement tenir jusqu'à la fin de la journée, comment voulez-vous qu'elle trouve la force de se révolter, ou même d'imaginer des alternatives? C'est impossible. Toute l'attention est tournée vers la survie personnelle. Le changement du système devient un luxe auquel on ne peut même plus penser. Votre corps est devenu un marché. Cette phrase finale, elle est terrible, mais elle résume absolument tout. Le corps n'est plus un sanctuaire personnel. C'est devenu une place de marché, un terrain de jeu économique. D'un côté, on y vend les produits qui créent le problème, et de l'autre, ceux qui le gèrent. Et ça nous laisse sur cette dernière question, fondamentale. Si le corps est un marché, qui en est vraiment le propriétaire? À qui appartient-il au final? La question reste ouverte. Et si toute cette abondance qu'on voit dans nos supermarchés n'était en fait qu'une illusion?
si derrière les rayons qui semblent toujours pleins se cachait un système incroyablement fragile. Un système qui touche à notre besoin le plus essentiel, se nourrir. Je vous préviens, après ça, faire les courses n'aura plus jamais la même saveur. Le temple de l'abondance. C'est une image parfaite, n'est-ce pas? On entre dans un supermarché et tout est là. Tout. Disponible à portée de main, quelle que soit la saison. C'est vraiment le symbole de notre monde moderne, cette promesse que tout sera toujours là. Eh bien, c'est justement cette promesse qui est une gigantesque illusion. Et c'est cette illusion qu'on va déconstruire ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y. Plongeons au cœur de ce fameux temple. Comment est-ce que cette machine est pensée, conçue pour nous donner ce sentiment si puissant de sécurité, de choix infini? C'est une expérience qu'on a tous vécue, c'est presque hypnotique. Les lumières, les allées qui n'en finissent pas et surtout, les rayons qui débordent de partout. On ne se pose même plus la question de savoir si ce qu'on cherche sera là. On le sait, c'est une certitude. C'est devenu l'une des rares constantes vraiment rassurantes de nos vies modernes. Mais voilà, imaginons un instant. Imaginons que tout ça s'arrête. Du jour au lendemain. Plus de camions, plus de livraison. Que se passe-t-il? La réponse, elle est brutale. Et surtout, elle est bien plus rapide que ce qu'on pourrait jamais imaginer. 3. Juste ce chiffre, retenez-le bien parce qu'il est la clé de tout. C'est la clé de voûte de notre système alimentaire et c'est peut-être son secret le mieux gardé. Oui, 3 jours. C'est ça l'autonomie alimentaire réelle d'un supermarché urbain moyen. Toute cette abondance qu'on voit, ce n'est pas du stock, ce n'est qu'une vitrine. C'est un flux constant de marchandises qui ne font que passer. Et si ce flux s'arrête, eh bien tout disparaît, en 72 heures. Et ce compte à rebours, ces 72 heures, ce n'est pas un scénario de film catastrophe, hein. Non, c'est la mécanique froide, précise de notre système d'approvisionnement. Alors voyons un peu comment ça marche. Le secret, le mot magique derrière tout ça, c'est le flux tendu. Pour se faire une image, c'est comme une perfusion qui alimenterait un patient en continu, mais sans aucune poche de réserve. Les produits arrivent pile au moment où il faut pour remplir les rayons qui commencent à se vider. C'est un chef-d'œuvre d'efficacité économique, c'est sûr, mais c'est aussi un système qui n'a aucun filet de sécurité. Zéro stock, zéro plan B. À partir de là, la suite est purement mathématique. La perfusion s'arrête, l'abondance s'évapore. Jour 1, tout ce qui est frais disparaît. Jour 2, c'est la ruée sur les pâtes, le riz, les conserves. Jour 3, il ne reste plus rien. Les rayons sont vides. C'est le chaos. 72 heures, c'est tout. C'est la seule chose qui nous sépare d'une crise alimentaire qu'on n'a jamais connue. Bon, la question ce n'est donc plus de savoir si le système est fragile. On a compris que oui. La vraie question c'est qu'est-ce qui pourrait briser cette chaîne? Qu'est-ce qui pourrait, concrètement, faire que les camions s'arrêtent? Eh bien, les déclencheurs potentiels sont plus nombreux qu'on ne le pense. Ça peut être une crise géopolitique qui, ferme les frontières. Ça peut être une crise pétrolière qui fait exploser les prix et qui cloue les camions au sol. Ou un truc beaucoup plus moderne, une cyberattaque massive qui paralyse les systèmes informatiques des géants de la logistique. N'importe lequel de ces scénarios, un seul, suffit à gripper toute la machine. Et ce qui est terrifiant, c'est la simplicité de la séquence. Il n'y a pas 36 étapes intermédiaires. C'est une réaction en chaîne, ultra directe. Étape 1, une crise éclate. Étape 2, les transports sont bloqués. Étape 3, la pénurie. Point. L'ordre qu'on connaît s'effondre en 3 temps. Et on arrive là, au cœur du problème. Se nourrir, c'est quand même notre besoin le plus fondamental, ce qui a défini l'autonomie de l'être humain depuis des millénaires. Et on a tout externalisé, on a tout sous-traité, on ne maîtrise plus rien. On a littéralement confié notre survie à un système global, complètement opaque et contrôlé par une poignée de multinationales de la logistique. Et toute cette fragilité, ça nous amène à une conclusion qui est peut-être encore plus troublante. C'est que notre dépendance, elle est devenue absolue. Et ça change complètement la perception de notre place dans le monde. Regardez le contraste, il est vertigineux. Avant, la survie, ça reposait sur des savoir-faire, savoir cultiver, savoir chasser, savoir conserver. Aujourd'hui, notre survie, elle repose sur une attente, juste une attente, passive, celle du prochain camion. On a échangé un savoir vital contre une dépendance totale. L'analogie qui suit est peut-être un peu brutale, je le reconnais, mais elle est d'une justesse implacable. L'humain des villes est devenu un animal domestique, un animal qui ne sait plus ni chasser ni cultiver et qui attend simplement que son maître, le système logistique, veuille bien remplir sa gamelle, chaque jour. Et ça nous laisse avec une seule et unique question, probablement la plus importante de toutes. Dans ce système qui a été entièrement bâti sur l'efficacité et pas du tout sur la résilience, que se passera-t-il vraiment le jour où la gamelle restera vide?
on va explorer une idée assez puissante. Et si nos choix alimentaires, ce qu'on met dans notre assiette tous les jours, c'était bien plus qu'une simple question de santé ou de compter les calories? Et si en fait c'était une véritable déclaration politique, un acte de résistance pur et simple face à un système qui, au fond, est conçu pour nous rendre faibles? C'est un peu ça, le champ de bataille qu'on va décortiquer ensemble. Bon, on va plonger direct dans le vif du sujet avec cette phrase. Elle est un peu choc, non? Manger sainement, un acte de sécession politique. Sécession, le mot est fort, ça peut paraître extrême, c'est vrai, mais en réalité, ça capture parfaitement l'enjeu. L'idée, c'est de se débrancher, de se déconnecter volontairement d'un système agro-industriel qui, et c'est ce que souligne la source, n'est pas là pour nous nourrir, non, il est là pour nous rendre dépendants. Au final, c'est une déclaration d'indépendance qui commence dans l'assiette. Alors voilà notre plan de bataille pour cette contre-attaque terrestre. D'abord, on va voir ce que c'est cet acte de sécession. Ensuite, on passera aux armes du terroir, les outils qu'on a. Troisième point, comment on fait pour reprendre le contrôle? Et on finira avec la graine, l'acte radical par excellence. C'est parti. Première partie donc, l'acte de sécession. Il s'agit de redéfinir complètement notre relation à ce qu'on mange. Parce que, soyons honnêtes, on fait face à un système qui est à la fois toxique dans ce qu'il nous vend et super fragile dans sa manière de fonctionner. La seule réponse qui tienne la route, c'est de construire autre chose, une alternative locale. Et c'est là qu'un concept clé entre en jeu. Et ce concept, c'est la souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot? Eh bien, c'est très simple, c'est reprendre le pouvoir. C'est l'idée de ne plus dépendre de chaînes d'approvisionnement qui font des milliers de kilomètres, qui sont contrôlées par une toute petite poignée de géants de l'agroalimentaire. Non, l'idée, c'est de construire ici, chez nous, dans nos communautés, notre propre capacité à bien manger. Deuxième partie, les armes du terroir, les outils de notre contre-attaque. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Ça peut faire peur, on peut se dire que c'est une montagne à gravir, mais en fait, il existe des outils, des armes, comme le dit la source, qui sont à portée de main. Et elles sont redoutablement efficaces pour mener cette contre-attaque à la fois pacifique et super productive. Et regardez cet arsenal, la diversité des solutions est juste fascinante. On a par exemple les micro-fermes bio-intensives, c'est fou les rendements qu'on peut avoir sur des surfaces minuscules. On a aussi la permaculture urbaine. L'idée c'est d'imiter la nature pour transformer un balcon, une friche, n'importe quel petit bout de terrain en jardin ultra productif. Et puis il y a l'aquaponie, ça c'est génial. On combine l'élevage de poissons et la culture de plantes sans terre en circuit fermé. Bref, tout ça, ce sont des solutions bien réelles pour amener l'abondance au cœur de nos villes et de nos vies. Troisième point, reprendre le contrôle. On va parler de l'impact bien concret de tout ça. Parce qu'attention, il ne s'agit pas juste de jardiner pour le plaisir, de faire pousser 2-3 tomates. Non, il y a un véritable objectif stratégique derrière ça. Un chiffre, un point de bascule qui, une fois atteint, change complètement la donne. Et ce chiffre, le voilà, 30%. C'est ça, le point crucial. Selon l'analyse de la source, c'est vraiment le seuil critique. Imaginez, quand une communauté, un simple quartier, arrive à produire 30% de ce que ses habitants consomment, eh bien là, il se passe quelque chose de fondamental. Alors, que se passe-t-il à 30%? C'est simple, on coupe le cordon. On coupe la ligne d'approvisionnement des multinationales. À ce niveau-là, on atteint une masse critique qui affaiblit radicalement notre dépendance aux supermarchés du coin. On crée une économie locale, on rend notre communauté beaucoup plus résiliente en cas de pépin et surtout, on reprend la main sur la qualité de ce qu'on mange. C'est ni plus ni moins une victoire stratégique. Et on arrive à notre dernière partie, peut-être la plus importante, la graine. Un acte radical, l'ultime forme de légitime défense. Parce qu'au-delà de toutes les techniques, de toutes les stratégies qu'on vient de voir, au fond, tout commence par un seul geste. Un tout petit geste, presque oublié, ancestral, mais qui aujourd'hui, dans notre monde, prend une dimension politique quasi révolutionnaire. Alors, la question se pose, non? Face à ces systèmes gigantesques, super complexes, super puissants, qu'est-ce qu'on peut bien faire, nous, à notre petite échelle, qui a un impact réel? Quel est l'acte de résistance le plus simple, mais aussi le plus puissant qu'on ait à notre portée? La réponse, vous allez voir, elle est aussi poétique que concrète. La voilà, la réponse. Planter une graine est l'acte de légitime défense le plus radical du XXIe siècle. Cette phrase, elle résume tout. Planter une graine, que ce soit dans un vrai jardin, un simple pot sur son balcon ou dans un espace partagé, c'est bien plus que du jardinage.
C'est affirmer son droit à une nourriture saine. C'est un acte de création. C'est un vote pour l'autonomie. Et il faut bien le comprendre, ce n'est pas un passe-temps de bobo écolo comme certains aiment le dire, c'est un acte de légitime défense. Alors la vraie question finalement, ce n'est plus de savoir si il faut agir, c'est juste par quelle graine est-ce qu'on commence.